Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actualitrek, votre podcast de news et infos bimensuel de Star Trek. Retrouvez tous les 15 jours Minos du forum de la communauté francophone de Star Trek et Matou du forum Ultime Frontière pour vous présenter les dernières infos officielles et les rumeurs actuelles sur Star Trek et son environnement. Vous êtes bien sur les ondes de Pour une poignée de review et vous écoutez Actualitrek. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue dans Actuality Trek, ou qu'on appellera effectivement truc à Trek. Ou Actu Trek, ou tout ce qu'on veut du moment qui est un Actu ou truc et un Trek dedans. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui c'est Minos qui va vous expliquer quel est le sommaire de cette émission. Alors, dans cette émission, on va revenir sur le développement à l'international du Trekverse, puisque ça a pas mal bougé ces derniers mois. Ah entre bon les annonces officielles. Ouais! Entre les annonces officielles et les rumeurs. Ah ouais. Ouais, je t'assure. On en discutera 2 minutes. Je pense que ça devrait suffire, hein. Oui, je pense, oui. Bon, On va pas endormir notre public, on a déjà endormi Non. Rémi. Voilà, avant même qu'ils viennent, on est vraiment trop fort. Ensuite, on fera dans une deuxième partie un tour de toutes les petites actus Star Trek qu'il y a eu ces 15 derniers jours. Et pour finir, en troisième partie, on s'attachera à parler un peu du trailer de Car. Eh oui, quand même, les plus grandes nouvelles depuis longtemps. Hein. Depuis Discovery? Depuis longtemps. Depuis Discovery? Ouais. Et il lâchera pas le morceau. Donc une petite pensée pour tous ceux qui vont nous suivre et nous écouter. C'est une première, vous êtes avec nous, merci de nous suivre dans cette aventure. Donc, on y va ? Allons-y. Et donc nous voici dans cette première partie pour commenter, relayer, discuter de l'annonce faite par CBS de créer une division dédiée à Star Trek. Parce que il est vrai que CBS possède les droits de Star Trek. Vérifier, bon, faut savoir qu'à l'époque c'était la même compagnie, Viacom et CBS, qu'elles ont été scindées tournant vers le milieu des années 2000 à peu près, ce qui fait que Paramount, qui a le droit de faire des films Star Trek, est, je crois, un accord de licence octroyé par CBS. CBS est vraiment celle qui détient tous les droits. On m'a expliqué aussi que il se pourrait que CBS ait laissé aussi une licence à Alex Kurtzman, et à sa société pour exploiter toutes les créations de Discovery. Tout ceci étant le nerf de la guerre parce que à travers ces licences, il y a l'exploitation, à travers l'exploitation, il y a les pépettes qui rentrent. Donc tout ça est assez opaque. Toujours est-il que d'une manière officielle, CBS a annoncé, donc comme je viens de le dire, cette division dédiée à Star Trek, qui a pour but de gérer et de maximiser cette marque à l'international. Parce que Star Trek est quand même une marque connue dans l'ensemble du monde. Pas forcément suivie, pas forcément bien connue, mais le nom Star Trek, donc la marque Star Trek, est ce qu'on dirait bankable dans le sens qu'elle est connue dans bien des pays. Donc, CBS a donc décidé de ne plus laisser en jachère cette marque, de ne plus l'avoir comme d'abord développée aux États-Unis puis à l'international, ce qu'elle faisait avec Discovery, de l'utiliser comme un produit d'appel pour sa plateforme de streaming. CBS donc comprend donc qu'ils ont quelque chose qui est, à mon sens, une marque importante. Donc on ne peut que saluer cet effort de prendre en considération cette marque. Ça sera Veronica Hart qui mènera cette équipe. Alors, quid d'Alex Kurtzman, on y reviendra quand je parlerai de Picard. Voilà. Mon avis, c'est quand même une bonne idée, mais ça ne reste qu'un moyen. Le tout, c'est de savoir autour de quoi, autour de quel contenu, autour de quelles idées ils vont articuler le développement de cette marque à l'international. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que Star Trek ne se limite pas que à l'univers télévisuel. Il y a des jeux,
il y a des goodies, comme je l'ai dit, il y a énormément de choses autour de Star Trek. Je suis même un peu surpris que ça n'ait pas été fait plus tôt. Hein. Mais bon, je dirais que mieux vaut tard que jamais, puis nous attendons de voir quelles seront la ligne éditoriale, les projets et l'orientation que cette division donnera à notre franchise connue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Minos? Bah écoute, tu as plutôt bien résumé les choses. Donc Véronica Hart dont tu parlais, effectivement, c'est une vice-présidente exécutive de CBS, juste pour la précision. Tandis que à partir du moment où elle a été nommée, Kurtzman, lui, a été officialisé comme producteur exécutif de tous les contenus Trek à la télévision. J'y reviendrai, mais voilà, ça va dans le sens de certaines rumeurs que j'ai lues, mais voilà. Et donc, je trouve aussi intéressant, donc comme tu l'as souligné, là, avec la création d'une division Star Trek, on sent que les choses se structurent. Et il fallait, parce que là, les projets avaient l'air de partir dans tous les sens. Kurtzman lui-même avait annoncé que il y avait eu toutes les annonces officielles, et il y en a un certain nombre, et il avait annoncé qu'en plus, il y en aurait d'autres qui n'avaient pas encore été annoncées. Donc, voilà. À un moment, il faut se poser et réorganiser le tout. Oui, il faut structurer l'ensemble. Et je prends la balle au bon, hein, pour essayer de voir quels sont les différents projets qui ont été annoncés jusqu'à présent. Donc nous allons revenir à la série Picard. Oui. On a la saison 3 de Discovery. On nous a parlé d'une saison centrée sur Michel Yeo et la section 31. Moi, j'ai toujours dit que je n'avais pas vu que le deal était signé. Moi, j'avais l'impression que c'était une manière de forcer CBS à donner le feu vert à cette série en profitant des premiers épisodes de Discovery, de l'accueil qui a été fait au personnage de Michel Yeo, à l'équipage de la section 31. On a aussi deux séries d'animation. La première intitulée Lower Decks, qui rappellera pour les fans de Star Trek un épisode de la nouvelle génération, qui sera développé par le scénariste McMahon, oui. Et la seconde qui est produite en collaboration avec Nickelodeon, la chaîne à destination d'un jeune public. On peut y mettre là-dedans, mais c'est assez amusant, le film de Quentin Tarantino qui a donné des nouvelles vers 2020, mais là encore, on se heurte au fait que c'est pour la Paramount, c'est pas forcément CBS, c'est l'histoire de cette licence dont on a parlé, mais il y a dans les tuyaux le fait que Viacom et CBS refusionneraient à nouveau. Oui. Et donc tous les droits seraient de nouveau gérés, qui irait dans le sens de cette un petit peu comme si CBS avait anticipé la réunification des droits et l'ensemble. Pour finir sur les deals qui ont été passés jusqu'à présent, J.J. Abrams et Bad Robot avaient un deal qui expire en 2020, pour lequel il a développé les Missions Impossibles, mais aussi les Star Trek. Or, Tarantino a dit que le film, s'il devait commencer à être tourné, puis ensuite projeté, ça sera après 2020, donc après l'expiration de ce deal. Quant à M. Kurtzman, il a signé un deal de 5 ans. Je ne sais plus exactement si c'est en 2017 ou en 2018, mais qui nous est arrivé. J'allais te dire 2018, oui, on doit pas être loin du compte. Voilà. Et il faut savoir quand même que ce deal avait été passé à l'époque par du précédent directeur, enfin PDG de CBS, qui était Leslie Moonves. C'est dit à dire dur, hein, c'est comme la Lune et VES à la fin. Et qui depuis a été débarqué pour une sombre histoire de mœurs, mais qui, moi, c'est pas que j'explique qu'on instrumentaliserait les affaires de mœurs. J'espère que si monsieur s'est mal comporté et que des femmes ont légitimement le droit de porter plainte, elles le feront, parce que il est légitime que toutes les personnes étant victimes de harcèlement, hommes ou femmes, puissent dénoncer leur harceleur, et ce genre de comportements ne sont pas acceptables. Ceci étant dit, je me demande si ce débarquage opportun de Leslie Moonves, qui s'opposait à la fusion, n'a pas d'arrière-pensée, comme je viens de dire, de l'enlever de cette fusion qui devait se faire. Mais aussi
si on reprend au niveau de Star Trek, l'éviction de Monsieur Moons a aussi un effet parce que c'était lui qui avait choisi Kurtzman. Quelque part, à mon avis, Kurtzman faisait la série telle que Moons voulait qu'elle soit faite, mais maintenant qu'il n'est plus là, même s'il y a des gens qui ont travaillé avec lui, est-ce que ça ne remet pas en cause l'orientation qui a vu le jour du départ de Discovery et que tout ce qu'on voit dans ce développement de cette branche n'est pas une restructuration encore plus profonde que ce qui est annoncé? Alors, donc Leslie Moose, donc comme tu l'as dit, il a été remplacé donc par Joseph Ianiello. Oui. Et effectivement, il avait été dit au moment de ce remplacement que ce remplacement avait été effectué pour permettre ou faciliter une possible fusion de CBS avec Viacom. Voilà. Et donc voilà, on n'a jamais été aussi proche. Voilà. Tout ça pour dire que vous voyez, on tire le fil Star Trek, on se retrouve dans des éléments de capitalistique. En fait, on se retrouve dans Dallas, ce qui parlera à certains des personnes qui ont connu la série. Enfin voilà. Et donc quelque part, vas-y. D'autant plus que une fusion CBS Viacom, ça nous envoie tout droit à la guerre des plateformes de streaming qui est en cours. Exactement. Et donc, comme on dit, Star Trek est un petit peu pris, on va dire, par cette guerre de droit, de fusion et tout ça. Pour ça que on y verra plus clair, à mon avis, passer les années 2020. Voilà. Ce qui n'empêche pas, dès 2019, de commencer à vous parler des actualités dans Truc à Trek, ou Activity Trek, ou Actu Trek, enfin bref, dans l'émission. Rémi Trek. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y avait à en dire, en essayant d'être complet sur cette question de l'annonce par CBS d'une division dédiée au développement international de Star Trek. Alors, j'ajouterais pour la diffusion internationale des séries, CBS All Access se distribue actuellement dans 3 pays, si je ne m'abuse. Et oui. Ils ont annoncé qu'ils voulaient diffuser bientôt dans plus de 200 pays. Et donc, ça me semble aller dans le sens où ils vont quitter leur petite niche science-fiction confortable dans laquelle ils étaient. Et là, ils veulent partir à l'assaut des plateformes de streaming pourtant monstrueuses qu'il y a en face. Exactement. Il faut savoir que CBS est surtout un grand catalogue de séries. C'est les premières networks qui, sur CBS All Access, ne proposaient pas que des contenus originaux à travers le retour de ce que nous appelions en France la 4e dimension, le retour de Star Trek avec Star Trek Discovery. Enfin, il y avait aussi beaucoup de leurs séries, dont NCIS, par exemple, dont l'ensemble des saisons étaient disponibles sur cette plateforme de streaming. Voilà. Pour être totalement complet, jusqu'à présent, à l'international, la diffusion de Star Trek était faite par Netflix, qui était très content d'avoir la possibilité de proposer à ses abonnés l'ensemble de toutes les séries Star Trek. De la série originelle, la série animée, la nouvelle génération, Voyager et DS9. Et Enterprise, bien sûr. Plus Discovery. Et nous y reviendrons, car il y a un changement pour Picard, mais ceci dans une autre partie. Alors, tu parlais sinon tout à l'heure de la section 31, je voudrais juste préciser une chose, tu disais que rien n'avait été officialisé. Pourtant, si, il y avait eu l'annonce que la série serait produite par CBS, par Secret Hideout, qui est la boîte de Kurtzman, et Roddenberry Entertainment. Et il y a eu les producteurs exécutifs et autres ont été d'ores et déjà nommés. C'est vrai, tu as raison. À l'époque où il en a parlé, ça n'avait pas été encore le cas, sauf qu'il y a une rumeur insistante qui dirait que cette série ne serait pas en même temps que Discovery, mais qu'elle lui succéderait lorsque Discovery terminerait en fait sa production. Ce qui impliquerait que Discovery se terminerait en saison 3, puisqu'il avait été annoncé que la première saison de la section 31 suivrait la 3e saison de Discovery. Voilà. Ça fait à voir. À voir. Ça fait partie encore une fois de ces deals, parce que on nous a parlé la saison avant que ça soit vraiment officialisé. Puis comme tu as raison de me corriger, ça a été officialisé. Et en même temps,
il aurait été dit que c'est une fois que Discovery s'est terminé. Enfin voilà, un grand flou règne et comme je l'ai dit, on en saura plus d'ici 2020. Voilà. Donc il est temps de passer maintenant à la deuxième partie, les nouvelles en vrac en nouvelles, et donc jingle. Alors, il y a eu des infos concernant les anciens castings de Star Trek, et il y a de quoi faire vu que il y a un peu plus de 50 ans de franchise derrière nous. Voilà. Je vais commencer par Anton Yelchin. Il y a un documentaire, je sais pas si tu es au courant, Matou. Oui, j'ai vu passer ça, qui a été produit, je crois, par sa famille. C'est un hommage Oui, à ouais. cet hélas comédien disparu trop tôt. Ouais. Donc un documentaire du nom de Love Antosha, qui va sortir début août au cinéma aux États-Unis. La bande-annonce est sortie il y a 3 jours. Elle est visible sur YouTube. Et dans ce documentaire, il y aura notamment un hommage de la part de plus de 60 personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec lui. Notamment en ce qui concerne Star Trek, il y aura Chris Pine, JJ et Zoé Saldana. Zoé Saldana qui elle-même fait partie du conseil d'administration de la fondation Anton Yelchin, créée par les parents d'Anton après sa mort. Donc voilà pour Anton. Denise Crosby. Aujourd'hui âgée de 62 ans. Elle va intégrer dans un rôle récurrent la série Suits, que je ne connais pas. Suits, avocat sur mesure. Oui, c'est une série assez connue. Voilà, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais moi non plus. Elle en est à sa 8 ou 9e saison et voilà. Après, elle sera. Voilà, puis après bon, les séries, les États-Unis étant un très grand consommateur de procès et d'avocats, la série a de quoi faire à mon avis avec voilà, tout ce que la réalité peut lui donner comme inspiration. Donc assez content pour Denise. Alors, ça me permettra de mettre une petite anecdote pour ceux qui connaissent pas ou connaissent moins. Denise Crosby faisait partie de l'équipage Star Trek La Nouvelle Génération et elle a demandé à partir. Donc son personnage est mort et ensuite ils lui ont trouvé une manière de revenir en guest dans certains épisodes. Et pour l'anecdote que beaucoup de personnes connaissent, mais qu'on oublie et qu'on se dit ah oui c'est vrai, que tu le dis je m'en rappelle. Il faut savoir que elle avait été prise pour jouer le rôle du conseiller, joué par Marina Sirtis, et Marina Sirtis avait été prise pour jouer le rôle de la chargée de la sécurité. Et Roddenberry a décidé apparemment dans les derniers moments d'échanger, et je trouve que c'était en effet c'était un meilleur choix que d'avoir fait ainsi. Voilà pour la petite anecdote, et en espérant que Denise continue longtemps dans la série Suits. Alors, Zachary Quinto nous revient dans une série, Nosferatu. Je sais pas si tu en as entendu parler, Matou. Non. Ce sera une série disponible sur Amazon Prime. C'est issu d'un roman de Joe Hill, qui est un fils de Stephen King. Je n'ai jamais lu Joe Hill, au contraire de son père. Donc bon voilà, et Zachary Quinto nous explique qu'il est très content de revenir jouer dans une série, et la dernière fois qu'il a joué dans une série, c'était Sylar dans Heroes. Eh oui, et ça donc nous rajeunit pas. voilà, oui, mais c'est vrai. En même temps, je ne sais pas s'il avait énormément de projets. Zachary Quinto s'était mis aussi à la production. Donc bon, bah tant mieux pour lui. Hein. Tout c'est qu'il retrouve des projets excitants. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Will Wheaton. Will Wheaton, le Wesley Crusher préféré de tout le monde. Et justement, ça, j'ai vu passer la news qui va nous dire que c'est justement par rapport à ce rôle-là qu'il a eu ce rôle dans une série. Raconte-nous tout ça. J'ai pas bien compris ce que tu as dit, mais voyons voir. C'est parce que c'est grâce au rôle de Wesley Crusher qu'il a eu le rôle dont tu vas parler. Oui, celui, son propre rôle.
dans The Big Bang Theory. On parle de la même chose? Bien sûr, oui. Oui, il joue Bon. donc en fait Will Wheaton. Voilà. Donc en fait, il a expliqué récemment, suite à l'arrêt de The Big Bang Theory, il a expliqué qu'il avait été approché pour jouer dans la série à partir de la saison 3. Et quand on lui a dit, tiens, tu joueras ton propre rôle, il a expliqué que il n'était pas très fan. Il préférait jouer un personnage fictif comme tout le monde. Et finalement, il a changé d'avis quand on lui a expliqué, ah oui, mais non, tu joues pas Will Wheaton, tu joues un Will Wheaton délicieusement pervers. Et là, il a dit oui. Et voilà. Mais parce que les auteurs sont des grands fans de Star Trek, ils ont voulu ramener Wesley Crusher. Et Will Wheaton, c'est tout à son honneur d'avoir accepté de jouer avec son image. Voilà. Il me semble même, pour continuer, qu'au début, quand on lui a dit qu'il allait jouer son propre rôle dans la série, il a cru à une blague. Ah, ça je l'ai pas lu. Il me semble. Mais oui, c'est vrai que c'est pas forcément l'acteur iconique, j'ai envie de dire, que tu vas faire jouer qui va faire jouer son propre rôle dans une série. C'est en ça que c'est bien vu aussi dans The Big Bang Theory. Oui, mais tu vois, par exemple, dans Ocean 12, il jouait justement du décalage entre le personnage, l'acteur, tout ça. Tu as Julia Roberts qui joue un personnage qui se fait passer pour Julia Roberts. Alors, j'en ai encore deux. Kate Mulgrew qui jouait Catherine Janeway. Alors, elle a sorti sa deuxième autobiographie. Et à cette occasion, elle a été interviewée, bien sûr, et notamment sur Star Trek. Et on lui a demandé si elle envisagerait un jour de reprendre le rôle. Et pour elle, c'est une page qui s'est refermée. Comme elle dit, elle a joué le rôle pendant 7 ans. Elle a terminé sa dernière apparition. Elle était amirale. Elle a dit qu'il y a une seule chose qui pourrait lui faire changer d'avis. Ce serait une histoire vraiment en béton qui lui donnerait envie. Voilà, moi je trouve ça très respectueux et je trouve que c'est la bonne définition. Après, ça nous permet encore une fois de faire un petit teasing pour la série Picard. Alors, pour finir, je vais parler un peu de Wilson Cruz. Donc, Wilson Cruz qui joue le rôle du Dr. Hugh Culbert dans Discovery. Il fait la une, ou plutôt l'une des 6 unes alternatives du magazine Entertainment pour les 50 ans de la Gay Pride. Donc, il faut savoir que Wilson Cruz est aussi homosexuel dans la vie. C'est pas que un élément dire notable, je dis pas ça pour critiquer ou quoi, mais ça explique pourquoi est-ce qu'il est une de ce magazine. Oui. Donc il est homosexuel, jouant dans Discovery le rôle d'un homosexuel, en couple avec Anthony Rapp qui est homosexuel dans la vie et qui joue le rôle de Paul Stamets, homosexuel aussi dans la série. Et Wilson Cruz, lui, se bat depuis toujours en fait pour le droit des LGBTQ. Donc voilà, là c'est un peu. Il était déjà connu avant Discovery, mais là je pense qu'il a il a eu un nouveau coup de projecteur grâce à la série. Et puis c'est mérité parce que c'est avant tout un bon acteur et oui. Moi je suis heureux du retour de son personnage pour le retour de cet acteur. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de talent et de présence à l'écran. J'ai bien aimé aussi le personnage. Donc on ne peut que saluer, lui dire bravo d'être en couverture pour les 50 ans. Voilà. Déjà 50 ans la Gay Pride, dis donc. J'étais étonné que ce soit aussi... Ah ouais, mais tu vois, quand la Gay Pride a le visage de Wilson Cruz, ça fait de suite beaucoup plus glamour et jeune. Oui. Comme quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme petites infos Anovos, en produits dérivés. Allez, alors, Anovos, donc, qui vend des uniformes, des accessoires Star Trek très chers, d'après ce que j'entendais à droite à gauche. Ils sont poursuivis en justice aux États-Unis dans le cadre d'un recours collectif. Et beaucoup de gens ont commandé des choses et payé et n'ont pas été livrés pour un préjudice qui pourrait se monter à 5 millions de dollars. Donc, Anovos,
Ouais, et à nouveau, c'est d'autant plus dans la mouise que il ne distribue pas que du Star Trek, mais également Star Wars. Donc derrière, quand Disney va demander des comptes, ça pourrait faire mal. Donc quoi qu'il en soit, chez Anovos, n'achetez rien. Vous n'aurez pas les Oui. produits, vous allez perdre votre argent. Arrêtez tout de suite. Voilà. Disons que tant que toute cette affaire n'est pas résolue, et ça nous renvoie aussi avec la gestion dont on a parlé en première partie de la licence internationale de Star Trek et ce genre de gestion des produits dérivés. Alors, pour finir, je vais parler un peu d'univers étendu littéraire avec du roman. Ouais, t'as pas du jeu vidéo aussi? J'avais 2 petites actus jeux vidéo. Ah bah on les mettra après, vas-y, parce que moi j'ai une actu ciné, j'ai une actu procès, donc vas-y, envoie-moi tout ça, on va faire un petit... Alors, en roman. En roman, il y a un roman TOS qui a été annoncé, The Captain's Oath. Je sais pas si je le prononce bien, c'est O-A-T-H, et je ne suis pas bon en anglais. Oui, qui veut dire, il me semble, le serment. Mhm. Et donc, c'est écrit par Christopher Bennett, qui a déjà écrit 18 autres romans Star Trek. Et ce roman, alors il a 2 particularités. On n'avait pas eu de roman TOS depuis 2 ans, au point que certains se demandaient si c'était pas terminé, les romans TOS. Et en fait, on a su pourquoi. Il y a eu 2 raisons, une contractuelle et une éditoriale. Raconte-nous tout ça. Alors l'éditeur c'est Simon & Schuster et justement leur droit de diffuser, enfin de faire publier des romans Star Trek arrivait à échéance avec CBS. Donc il a fallu repasser par une renégociation des droits. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Donc maintenant ils sont à nouveau en mesure de produire des romans Star Trek. La deuxième raison qui est éditoriale, c'est que pendant ce temps-là, au niveau Star Trek, on nous annonçait Discovery, qui se déroule une dizaine d'années avant la série originale. Donc ils se sont dit, hop, on va attendre, voir s'il n'y aurait pas du matériau de Discovery qu'on pourrait intégrer à nos futurs romans de la série originale pour apporter une continuité. Eh oui. Donc, pour ce roman, il n'y a pas de continuité à ma connaissance, puisque là, on se retrouve avec un capitaine Kirk, un jeune capitaine Kirk, qui n'est pas encore commandant de l'Enterprise. Il est commandant d'un navire qui s'appelle... J'ai plus le terme. Trouverai-je le nom? Moi, je me rappelle de celui de Picard avant, mais... Mais c'était pas un vaisseau dont j'avais entendu parler dans les autres romans. Ah bon. Il a commandé le République. Mais c'est pas encore celui-là, c'est un autre. Donc voilà. Alors, par contre, il y a un deuxième roman qui a été annoncé et qui est plutôt intéressant. C'est dans le même ordre d'idées avec la réactualisation du contrat entre CBS et Simon & Schuster. C'est qu'il y a un roman qui s'appelle The Enterprise War, la guerre de l'Enterprise, qui lui est directement inspiré de la saison, on va dire la saison 1, début saison 2 de Discovery, puisque c'est un roman qui se passe sur l'Enterprise de Christopher Pike, et on va nous raconter ce qu'a fait Pike et son équipage durant la saison 1 de Discovery. Puisqu'on le sait, ils étaient tenus à l'écart de la guerre. Eh oui. Pour une raison boiteuse, mais ça, c'est un autre. Oh oui. Et je sais pas trop, j'ai pas vérifié, mais à ma connaissance, dans tous les romans de la série originelle, il y en avait eu qu'un seul qui se passait au temps de Pike. C'était la gloire de Vulcain. Je me trompe peut-être. Je n'ai pas regardé tout ce qui s'était fait en anglais, mais voilà. Donc. Mais Pike étant très peu utilisé avant Discovery, le fait d'en découvrir plus par les romans ne peut être, à mon avis, que quelque chose d'intéressant pour tous les fans, ou du moins, c'est intéressant, je suis sûr, pour les fans que nous sommes, toi et moi. Mmh. Surtout que le Pike que nous avons vu en saison 2 de Discovery a été plutôt apprécié. Oui. Ainsi que son vaisseau. Ensuite, jeux vidéo. Raconte-moi tout. Alors, jeux vidéo, que j'ai 2 actus Star Trek Online.
Là aussi, nous allons faire un petit teasing pour Picard, parce que Star Trek Online permet de suivre des éléments qui se passent post-Nemesis, qui est le dernier film de la saga jusqu'à présent. Dernier film, je parle de l'équipage originel avec Picard et tout ça, qui était parce qu'il y a eu les films d'Abrams qui sont dans une réalité alternative. Mais pour savoir ce qui s'est passé après Nemesis dans la réalité que nous connaissons, eh bien, Star Trek Online avait posé quelques éléments, quelques jalons, qui n'étaient pas canon pour autant, mais qui permettaient d'apporter quelques réponses à des questions qu'on pouvait se poser. D'ailleurs, les comics aussi avaient apporté leur réponse. Je pense à Countdown qui se passait juste avant le film Star Trek 2009. Mais pareil. Dont on va reparler dans Picard aussi. Donc, bon teasing. je vais faire un petit rappel tant qu'on y est. Qu'est-ce que le canon? Qu'est-ce qui n'est pas canon? Le canon, c'est tout ce qui est à l'écran. L'officiel, c'est tout ce qui est commandé officiellement par CBS dans le cadre de toutes les entreprises partenaires. C'est les romans, c'est les comics, c'est les jeux vidéo. Et voilà. Donc, canon, écran. Le reste, ça compte pas. C'est pour passer un bon moment. Voilà. Voilà. Alors, pendant ce temps-là. Vas-y. Oui. Alors, dis-nous tout. Pendant ce temps-là, ça y est, j'ai trouvé. Donc, attention. J'ai pas trouvé la bonne. Je suis un pitre. La magie du direct, il en est pas. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Nous sommes toutes ces hésitations. Nous sommes le 14 juin à l'heure où nous enregistrons cette émission. Sachez que jusqu'au 18, il y a un concours organisé pour gagner des codes pour un croiseur Dreadnought. Qui est, à mon sens, le croiseur vu dans le deuxième film de la Kevin Timeline. Je sais pas. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce que ça représentait. Mémoire, c'est ce qu'il en est, mais tu peux vérifier, vous pouvez tous vérifier chez vous. Mais il me semble que c'est donc de la Kevin Timeline. Et il y a également des packs à gagner sur Discovery, puisque Discovery a intégré Star Trek Online depuis 1 an maintenant, je pense. Donc voilà. Et c'est mérité tant on va dire, moi je trouve que le design du Discovery est plutôt classieux. Donc il mérite bien d'être dans un tel jeu vidéo. Je le trouve un peu trop anguleux, mais bon. Justement, c'est en ça qu'il tranche avec le reste de la franchise, et puis quitte à faire une rupture, elle est quand même, du point de vue design, assez de qualité, donc pourquoi pas. Voilà. Je laisse le soin à tous ceux qui se posent la même question que moi, c'est est-ce qu'il y en a un qui a un moteur sporique pour aller à droite et à gauche? Les fans du jeu vidéo dont je ne suis pas auront cette réponse. Bien, merci pour toutes ces infos. Alors moi je vais y aller des miennes. Et d'abord en pensant à Rémi. Rémi, grand fan de Deep Space Nine, mais il n'est pas le seul. Et donc il faut savoir que va sortir au cinéma, en sortie très réduite, mais je pense que tôt ou tard on va pouvoir voir arriver un Blu-ray là-dessus, qui est le film documentaire qui s'appelle What We Left Behind. Ce qu'on laisse derrière, ou qu'a-t-on laissé derrière soi, qui célèbre les 25 ans de Deep Space Nine, et qui a été pensé par l'une des têtes pensantes et showrunner de cette série. Est-ce que tu te rappelles de qui il s'agissait? Il avait un nom bizarre, je sais plus. Parce que souvent on pense à l'autre grande tête pensante de la série, qui était Ronald D. Moore, mais c'est l'autre, c'est Ira Steven Behr. Ça me dit rien. Voilà. Eh oui, c'est généralement ce qu'on oublie, mais c'est donc lui qui est derrière cette idée de faire un hommage pour les 25 ans de Deep Space Nine. Voilà. Et dans Truc à Trek, une fois que nous l'aurons vu ou qu'il sera disponible, nous y en ferons mention. Et maintenant, une autre info peu connue. Si je vous parle d'Anas Abdin,
ça va pas vous dire grand-chose. C'est un développeur égyptien de jeux vidéo qui avait fait un point and click. Perso, j'adore les point and click. Et ça, c'est parce que je suis tombé adolescent dedans avec les Monkey Island et autres Indiana Jones. Enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il était en train de préparer un point and click de science-fiction qui s'appelait Tardigrade, dans lequel on pouvait voir que une société spatiale avec des humains découvrait la possibilité de voyager partout dans l'univers grâce à des tardigrades géants. Et là, Minos, je sais, tu es en train de te dire, mais ça me rappelle quelque chose tout ça. Mais ça me rappelle quelque chose tout ça. Exactement. Et en fait, tout simplement, après avoir essayé de régler l'affaire à l'amiable avec CBS, quand on fait le compte de beaucoup des éléments qu'il y avait dans ce point and click, on s'aperçoit que Discovery semble avoir plagié, ça c'est sa version, ou emprunté, c'est la version de CBS, beaucoup d'éléments. Et donc depuis septembre 2018, il y a un dépôt de plainte de sa part pour plagiat, qui a rebondi en mars 2019, mais tout ceci est en train de suivre son cours, et nous verrons bien comment cela aboutira, et là encore une fois, dans Actuality Trek, ou Trek, ou truc à Trek, enfin bref, nous vous donnerons des informations dès qu'on en aura. Je me permets d'interrompre ce podcast parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc je vous encourage à aller chercher sur Tardigrade Anas Abdin, et vous verrez des images et vous ferez votre propre opinion. Alors, voilà pour ce qui me concerne. Si tu veux réagir dessus, n'hésite pas. Ouais, je vais juste te dire que nous qui avons suivi les pré-productions, production, post-production, Discovery a déjà une histoire très complexe à ce niveau-là, alors qu'il y a que 2 saisons. Et en plus, ce truc-là par-dessus, on a un joli blougi-boulga. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on va pouvoir attaquer la 3e partie. "15 years ago, today, you led us out of the darkness. You commanded the greatest rescue armada in history. Then, the unimaginable. What did that cost you? Your faith? Your faith in us? Your faith in yourself? Tell us, why did you leave Starfleet, Admiral? C'est pas mal comme jingle. Et donc notre 3e partie, la plus alléchante, celle que vous attendez depuis tout à l'heure, vous dites qu'est-ce qu'il parle pour rien dire, etc. Et nous attaquons donc plus grande news dernière, qui est donc le trailer de la série Picard, qui nous montre une vigne. En France. Et en plus en France, enfin censé être en France. Il me semble que c'est tout, à part peut-être le Patrick Stewart et un chant de Patrick Stewart. Une petit trailer qui a été assez moqué, qui est devenu Ricard, Pinard, autant d'esprits taquins que je trouve plutôt amusants pour ce qui me concerne. Je trouve que c'est très bien aussi, parce que à partir du moment où il y a des mèmes qui ont vite surgi, c'est que ça a un succès. C'est que les gens ont regardé et ont eu envie de faire des détournements dessus. Exactement. Pour ce qui est de ce point Picard, c'est Guigui le Gentil, qui est, lors de ses vidéos que je vous conseille de voir sur la saison 2 de Discovery, a pas arrêté de faire des points Picard. Donc, on lui dédie cette première d'Actuality Trek et de
ce premier point Picard. Voilà. Parce que nous, on n'est pas des gros plagieurs. On cite nos influences. Je suis d'accord avec toi. C'était intéressant. Non seulement ces émissions, mais notamment le point Picard aussi. Ce genre de podcast d'actualité Trek manquait. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et si Guillaume veut venir, il peut venir. Je disais donc que on parlait de série de comics Countdown qui avait été sortie en même temps que le film de 2009 de J.J. Abrams, qui expliquait un peu le lien, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Spock jusqu'à ce qu'il arrive dans le film. Venant du futur, et d'un futur où Romulus a été détruit par une supernova. Et donc, la série Picard reprend cette idée, parce que 20 ans après, et nous montrerait un Picard très affecté par la destruction de Romulus. Donc, ça permettrait donc de faire rentrer dans le canon, comme tu l'as très bien décrit, cet élément qui était pour l'instant circonscrit à la Kevin Timeline, même si on pouvait dire que c'était la zone commune entre les deux timelines, enfin compliquées, et aussi des communautés donc officielles, mais pas forcément canon comme tu l'as très bien dit. Donc voici le projet de la série de nous montrer un Picard dans son troisième âge, un troisième âge actif bien sûr. C'est pas nous montrer Picard à l'EHPAD. Et la série étant montrée, dite comme étant plus contemplative. Au niveau des infos de production que l'on a, la série ferait 10 épisodes, mais j'ai appris qu'en fait il y avait 2 blocs de 4 épisodes. Donc ça ferait en définitive 8 épisodes. 8 Alors, ou 10. Je sais pas si toi tu as des infos. Non, je voulais juste te reprendre sur le terme que tu as employé. Tu disais que la série avait été annoncée comme étant plus contemplative. Je vais juste préciser que c'est par rapport à Discovery que ça avait été dit. Discovery qui part dans tous les sens. Voilà. Mais même, je veux dire, moi, ça serait pas en soi un problème, parce que on peut dire aussi plus contemplative que Enterprise, Star Trek Next Generation, enfin, je veux dire, à part le premier film de Star Trek, ce sera compliqué de faire aussi contemplatif. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, ça fait longtemps que la volonté d'être contemplative n'est pas forcément quelque chose qui est nouveau dans la série, qui est forcément à rejeter, donc pour ça que je le dis, mais pourquoi pas. Après, le traitement sera totalement important, mais tu as raison, c'était plus contemplatif que Discovery, mais là, tu te diras que c'est quand même pas forcément très dur de faire plus contemplatif. Et je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, pour l'instant, on a été annoncé que nous aurions Patrick Stewart, qui jouera Jean-Luc Picard, que Santiago Cabrera jouerait un pilote, qui est aussi un voleur, que nous aurions Michelle Hurd, qui est une ancienne agent de service de renseignement. Ensuite, Evan Evagora, Alison Field, Harry Treadaway et Isa Bryant. Voilà pour l'instant. Et les 4 premiers épisodes, dont le premier, seraient réalisés par Anaël Culpepper, qui a déjà réalisé des épisodes dans Discovery, et on communique actuellement au sein de CBS pour dire que c'est la première femme, ou la première fois qu'une femme réalise le pilote d'une série Star Trek. Ouais, alors là-dessus je rigole un peu, je trouve ça très bien, hein. Mais je me souviens d'une société qui s'appelait Paramount, qui avait beaucoup communiqué sur le fait que le film Star Trek 14 serait réalisé pour la première fois par une femme. Et on a vu le résultat. Voilà. Et qui, elle, va réaliser le pilote et certainement d'autres épisodes de la série préquelle de Game of Thrones. Oh ouais. Et voilà. Elle a bien fait d'y aller. Donc, sur la production, sur l'écriture, la production a vraiment essayé de faire revenir Patrick Stewart pour un rôle iconique que beaucoup des fans de Star Trek que nous sommes ont absolument adoré. Et voilà, donc Patrick Stewart sera producteur exécutif, c'est-à-dire qu'il a un contrôle sur ce qu'il en est de son personnage, de la série, de l'orientation. Pour certains, ça les rassure. Moi, je suis pas très très fan, parce que quand dans une série que les acteurs s'approprient leur personnage,
vu que les showrunners peuvent tourner, vu que les scénaristes, les directeurs de la salle d'écriture, enfin beaucoup de choses peuvent, on va dire, changer. Ceux qui sont les garants de leurs personnages, qui ont une vision sur le long terme, qui ont l'expérience, ça reste les acteurs, donc c'est pas un problème. La seule chose, c'est que Picard est la rencontre de bien des éléments qui ont convergé, c'est-à-dire c'est Roddenberry dans une période plus sage que ce qui c'est pas, pour moi c'est pas innocent que le premier capitaine était assez jeune, un peu comme Roddenberry l'était à l'époque, et que le deuxième capitaine de l'Enterprise qu'il aura donc créé est plus âgé, comme lui-même étant plus âgé, comme une certaine sagesse venant avec le temps, normalement. Mais bon, toujours est-il que c'était cette inspiration de Roddenberry, puis repris par Berman et Piller, et ensuite adapté par tous les scénaristes brillants qu'il y a eu sur la nouvelle génération. Et enfin, l'interprétation assez extraordinaire de Patrick Stewart, qui était un immense acteur. Mais pour la preuve qu'il a tiré son personnage, on peut s'en amuser, on peut le déplorer, on peut y voir le triomphe d'une idée de science-fiction. C'est tout ça à la fois. On a quand même un personnage censé français, qui l'a chanté une fois en français, c'est une catastrophe, et qui passe son temps à boire du thé et pas du chocolat ou du café. En mangeant des pains au chocolat. Voilà. Donc, Patrick Stewart, acteur shakespearien, a mené de lui-même dans Jean-Luc Picard pour le meilleur, incontestablement. Mais sur la fin, qu'il n'y ait plus que Patrick Stewart et qu'il n'y ait plus les têtes pensantes qui avaient aidé, qui avaient pensé ce personnage, moi j'ai des doutes. Et voilà. Et pour faire mon fan, il faut savoir que Michael Piller avait écrit une espèce de roman sur la création du film Insurrection. Donc il raconte la genèse de ce film, les discussions avec le studio, qui bien sûr sont pas artistiques, et il y a un moment où la discussion, on voit que l'idée de Piller n'est pas passée. C'était Patrick Stewart qui a rejeté l'idée, tout simplement. Donc on peut penser ce qu'on veut, mais Michael Piller, qui était quand même la tête pensante et à mon sens l'un des artisans principaux de la réussite de The Next Generation et du personnage de Picard, son idée a été rejetée par Patrick Stewart d'un revers de la main. L'idée était tout simplement d'une fontaine de jouvence, ce qu'on verra dans le film, mais il voulait montrer que Picard avait vieilli. Or, comme lui a expliqué Berman, c'est très difficile de dire à un acteur qu'il vieillit. Et justement, actuellement, nous avons Patrick Stewart qui revient pour jouer la vieillesse de son personnage. C'est pour ça que c'est un petit peu ironique. Ça ne veut pas dire que les acteurs sont mutés ou quoi que ce soit, mais il y a des choses que parfois des acteurs ont du mal à entendre, et ça fait partie du talent des producteurs exécutifs, de savoir leur faire entendre certaines choses. Toujours est-il que là, c'était une fin de non-recevoir catégorique de la part de Stewart. Et j'avais trouvé, alors, c'est Piller qui raconte, c'est toujours sujet à caution, mais Michael Piller avait l'air d'être tout sauf quelqu'un de malhonnête, et je pense que quelqu'un pour qui la vérité était quelque chose d'important. Quand on lit l'ensemble, on n'a pas l'impression d'avoir une vraie discussion artistique, on a vraiment plutôt l'impression de voir un acteur qui décide de mettre à la poubelle l'idée de quelqu'un qui, on va dire, ça aurait été un stagiaire, ça aurait été la même chose. Comme ça que moi je l'ai ressenti à la lecture de ce roman qu'on peut trouver en PDF très facilement. Je le dis, mais c'est pas une question de droit. Ce film n'a jamais été édité. C'est la famille de Piller après sa mort qui a permis la diffusion libre et gratuite de ce PDF. Voilà. Non, nous ne faisons pas l'apologie du piratage. Comme j'ai dit. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc pour le casting, pas plus, on pense qu'il y aura un jeune Romulien dans le. Voilà, beaucoup de rumeurs ont été dites que le personnage de Jean-Luc Picard serait devenu à la tête de la section 31, enfin, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc comme je l'ai dit, les idées ont été amenées par Stewart, j'espère qu'elles seront bonnes.
C'est fait par l'équipe de Kurtzman, et que il y avait Akiva Goldman qui était avec lui sur la première saison de Discovery, qui est venu l'aider là-dessus. Et on a eu un auteur de science-fiction qui est venu aider aussi pour l'écriture, qui s'appelle Michael Chabon? Cabon? Je sais pas comment on le prononce. Voilà, je sais pas si on dit Chabon à la française ou Chabon. Voilà. Qui avait écrit le short trek le plus apprécié. Calypso. Exactement. Voilà. Avec Kraft, dans le Voilà. futur. Donc Michael Chabon a été ramené par Akiva Goldsman, parce qu'ils se connaissaient. Donc il a participé, il a fait un traitement. Donc voilà à peu près pour les têtes pensantes qu'il y a derrière. Il faut savoir que nous avons aussi le retour de notre réalisateur, ancien acteur préféré. Jonathan Frakes. Voilà. Qui fera le deuxième pack, c'est-à-dire apparemment de l'épisode 4 à 8. Mais en même temps, il est partout. Il va encore nous faire du Discovery, il va nous faire du Picard, il va faire The Orville. Ouais, il est partout. Il est partout. Et donc, Jonathan parle d'une série ambitieuse. Voilà. Donc tout ça, sur le papier, a tout pour être intéressant. J'ai expliqué certains de mes doutes. Et Patrick Stewart nous a dit que on pouvait partir là aussi pour 3 saisons. Et que c'est pas on va dire une simple mini-série, une dizaine d'épisodes. La série a commencé sa production le 22 avril en Californie, comparé à Discovery qui est tourné au Canada, à Toronto. Là encore, c'est parce qu'ils ont obtenu une ristourne fiscale de 15 millions qui leur a permis de tourner là-bas. Et puis voilà. Voilà ce que nous en savons, et donc pour l'instant, il n'y a qu'à attendre. Mais vous allez me permettre, comme je l'ai dit, de vous amener quelques rumeurs là-dessus. Parce que il y a quelques rumeurs. On parlait du développement à l'international, et tu as fait mention que Alex Kurtzman était devenu le producteur exécutif de toutes les séries Star Trek. Eh bien, depuis quelques jours, il y a la rumeur comme quoi Alex Kurtzman aurait été viré. Sauf que dans ce milieu-là, il y a toujours des rumeurs. Alors ces rumeurs, vous pouvez les trouver sur bondingtocomics.com, qui fait état d'un compte-rendu d'un blogueur qui s'appelle Gary Butchler, plus connu sous le nom de Nerdrotic. Nerdrotic. Donc, apparemment, à moins que, toujours pareil sur ces rumeurs, on n'a pas la possibilité de confronter, d'étayer différentes sources pour savoir ce qui est dit vrai ou pas. Voilà ce qui est dit. Monsieur Butchler aurait des sources à l'intérieur de la production de Star Trek qui auraient dit que Kurtzman aurait été viré, que 3 personnes prendraient sa place en tant que showrunner, que Mitchell Paradise est sur la saison 3 de Discovery, à voir pour la section 31. On a déjà dit que Lower Decks avait son propre showrunner, pour correspondre. Sauf que, bien entendu, Kurtzman s'accroche. Voilà. Donc, des manières, on va dire, de ne pas paraître, on va dire, comme pour lui garder les apparences, et pour CBS de ne pas apparaître comme navigant à vue, etc. Eh bien, c'est simplement de donner une promotion à Kurtzman. Le grand classique du placard doré. J'allais le dire. Tu n'es pas viré, tu as une promotion, tu toucheras ta thune, mais surtout, tu ne fais plus rien, merci, au revoir. Tu peux discuter avec les équipes, mais à partir de maintenant, tu n'as plus de contrôle créatif sur l'ensemble des choses. Ce qui, comme tu l'as dit, il a été annoncé qu'il deviendrait producteur exécutif de toutes les séries Star Trek. Comment continuer à justifier que tes émoluments, parce que c'est quand même un deal de 25 millions, alors il n'y a peut-être pas que lui, c'est pour sa société, etc., mais voilà. Donc, voilà pour la première élément de la rumeur. La deuxième viendrait que tout ceci aurait pour origine
le fait que Discovery est très cher et ne rencontre pas le succès. Alors ça, c'est un gros point sur lequel certains pro Discovery nous expliquent que la série marche du tonnerre de Dieu, qu'elle fait un tabac, que c'est génial, que ceci. CBS a certes augmenté son nombre, CBS All Access a certes augmenté son nombre d'abonnés, mais à savoir si c'est que pour ses produits originaux ou bien si c'est pour le fait qu'il y ait du sport qui y soit diffusé, je ne pourrais dire. Toujours est-il qu'il y a un grand flou. On est obligé, un peu comme en science, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en est, mais on essaye à partir des effets que l'on peut voir de trouver une théorie qui permettrait de tout expliquer. Donc, pour ce qui est de l'un des éléments qui est dit, si Discovery finirait au bout de la 3e saison parce qu'elle devient très chère à produire et qu'elle ne rencontre pas le succès, elle serait au centre pas d'une fâcherie, mais d'un désaccord avec Netflix. Netflix payant à peu près l'intégralité de Discovery. Là aussi, on n'a pas de chiffre exact pour la production de Discovery. Picard, j'essaierai d'en avoir, mais je n'aurai pas avant, à mon avis, bonne année. Mais pareil, dans Actuality Trek, nous sommes sur le coup. J'avais entendu quelque chose comme 100 millions pour Discovery. Je crois que c'était en première saison. Je me souviens pas avoir eu d'écho depuis. Mais le problème étant que, d'après d'autres rumeurs, ça serait 100 millions pour la première saison, ça aurait été censé être 100 millions pour la 2e saison, mais que les coûts avec des reshoots ont augmenté de manière un peu trop drastique, et que justement l'éviction des premiers showrunners viendrait du non-respect des coûts. Donc comment est-ce que ça n'a pas eu que Kurtzman lui aussi a été touché par le fait que la série coûte très cher pour, on va dire, un impact bien moindre que ce qui était voulu. Toujours est-il que Picard ne sera pas diffusé sur Netflix. Or Netflix, apparemment, d'après les autres rumeurs que nous avons pu lire, avait un droit d'exclusivité. Alors peut-être qu'ils ont négocié à la baisse, peut-être qu'ils ont voulu simplement passer sur Picard en disant non, ou à ce prix-là ça ne nous intéresse pas, je ne saurais pas quoi dire. Et donc la série sera diffusée à l'international par Amazon Prime. Donc, pour ça que sur l'article, donc, je vous fais mention, il y a cette idée que Kurtzman aurait eu donc un placard doré suite à un succès moins important que prévu de Discovery, et que l'un des éléments qui le montrerait serait tout simplement que Amazon Prime a récupéré Discovery après que Netflix l'ait laissé passer et n'ait pas voulu prendre cette série. Voilà. On n'en sait pas plus. Là encore, nous en saurons plus dans quelques temps. Mais on parlait de restructuration dans la première partie. Et voici cette rumeur qui arrive quelque temps après qui, à mon sens, pourrait coller avec ce qu'on peut observer. Là encore, wait and see. À mon sens, je n'ai eu de cesse de le dire par rapport à la qualité de Discovery, par rapport à la qualité de l'écriture, par rapport au fait que Star Trek était une marque forte et que ce n'est pas parce qu'on est une marque forte qu'on ne peut pas perdre tout son crédit rapidement, et que Discovery, c'est le sens intéressant de la vidéo, coucou Guillaume, de la dernière bilan de la saison 2 de Discovery, montre, à mon avis, au minimum une déception. Rares sont ceux qui ont vraiment adoré la saison de Discovery, et beaucoup en ressortent mitigés ou déçus. Du moins, c'est les réactions qu'on a pu voir. Et donc, pourquoi nous serions, nous, en France, je parle des réactions, isolées, alors que il y a pu avoir les mêmes choses aux États-Unis, qui a poussé donc une réorganisation, à, combien de le dire, Kurtzman, Netflix, tout ça. Donc, je tenais à vous apporter cette information parce qu'elle fait partie des actualités, même si ce sont des rumeurs, à prendre avec des pincettes, et nous verrons dans le futur. Et puis, si on s'est complètement planté en relayant cette rumeur, on battra notre coup. Je fouetterai Minos. Minos me fouettera. Voilà. Tout un programme. Donc, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas d'image. Ah non. Par contre, on mettra le son. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour ce qu'il en était sur la Picard. Si jamais on a oublié quelques informations, je peux me corriger, Minos, s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Non, non. Par rapport à Amazon Prime qui a pris la série Picard et non pas Netflix,
Je savais pas que Netflix avait potentiellement l'exclusivité s'il le voulait. Ça, c'est des rumeurs qu'on a entendues, qu'on a lues. Encore, c'est des deals commerciaux et les deals commerciaux sont toujours assez secrets. Ouais. Pour l'exemple de ça, si on savait tous qu'ils avaient le droit d'exclusivité et que Amazon Prime l'a eu, alors tout le monde va se dire, mais en fait, Netflix n'a pas voulu, mais pourquoi? Mais en fait, voilà. C'est pour ce genre de raisons. Beaucoup d'opacité. Après, par rapport à Amazon Prime, quand la série a été vendue à Netflix, voilà, c'était pas rien, c'était le retour d'une série Star Trek, donc rien que dit comme ça fait quelque chose d'attractif. Il n'y avait pas eu de série depuis 2005, donc ça commençait à remonter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même le même engouement avec la série Star Trek Picard, parce que c'est Picard. Mais du coup, je me dis qu'il est fort possible qu'Amazon Prime ait payé le prix fort pour la série, tout comme Netflix l'avait fait pour Discovery. Alors je me permets, parce que ça je trouve, c'est une rumeur que j'avais lue, pareil toujours au même endroit, parce que la série est tournée donc depuis avril, donc ça fait 1 mois et demi qu'elle est tournée, 8 épisodes pour un tournage qui devrait finir en octobre. Bien entendu, il y a des effets spéciaux qui vont prendre plus de temps, mais il paraîtrait que le premier épisode aurait déjà été testé sur un panel et aurait eu des retours extrêmement mauvais. Ah. Mais là encore, c'est totalement conditionnel, c'est totalement à charge. Voilà, c'est pour ça que je mets beaucoup de pincettes. Même si ça va dans le sens de tout ce que j'ai dit, mon honnêteté intellectuelle me force à dire que tout ceci est une rumeur, absolument pas possible de corroborer tout ça. Moi, je trouvais ça bizarre que on ait déjà un épisode qui soit testé sur un panel, mais à la limite, ça pourrait se comprendre dans l'idée de tester des choses, quitte à faire les reshoots tout en qu'on est encore dans les périodes de production. Je veux dire, ça serait pas non plus surprenant, même si j'avoue être surpris. Voilà. Là encore, wait and see. Voilà. Donc, on vous a un peu bien plombé avec Picard là-dessus. Donc, je vais laisser la parole à Minos qui, lui, au contraire, à mon avis, est très impatient de voir la série. Ouais, moi je suis optimiste. Justement, comme tu l'as souligné, parce que c'est Patrick Stewart donc qui est le producteur. Mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément un gage de réussite. Mais je trouve que c'est en fait l'idée vient de lui de revenir. Donc le fait que la démarche vienne de lui, déjà je trouve ça très intéressant. Et j'ai envie de dire surtout à son âge. C'est le gars, il a plus rien à prouver depuis longtemps. Il pouvait vivre de sa retraite dorée. Il a quoi? Il a 89 ans, 88 ans? Non, il est né en 1940. 1940. C'est tout? 41. Il n'a que 79 ans? 78. Oui. D'accord. 78 ans. C'est déjà pas mal. Il faut savoir que William Shatner, lui, est né en 1933. D'accord. Alors, donc Picard, Stewart, c'était une volonté de sa part de revenir, donc je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je suis très optimiste. Après, il y a des choses qui sont pas claires. Ça va tourner apparemment autour des Romuliens, mais on a des soucis de date avec ce qui a été annoncé. Au départ, on nous disait que ça se passerait 20 ans après le film Nemesis. Ensuite, on nous a dit que ce serait 10 ans après la fin de TNG. Donc on n'a pas assez d'infos pour être sûr de quelque chose au niveau du fond de l'histoire. Et ça, c'est assez dommage pour l'instant. Voilà. Pour aller dans le sens contraire des rumeurs, Alex Kurtzman a dit qu'il avait eu une lecture dans la cuisine avec Patrick Stewart du premier épisode de Picard et que il avait eu les larmes devant l'interprétation et la lecture de ce premier scénario. J'avais lu ça aussi. C'est tellement poignant de sincérité que non rien. Ouais. Voilà. Mais Patrick Stewart est une valeur sûre. C'est très bien que ça sera très bien joué. Qu'il a assez de jugeote et de talent pour savoir ce qu'il faut faire devant une caméra et ce qu'il ne faut pas faire, donc pour ne pas on va dire malmener
beaucoup de choses. Donc, je sais qu'il y a une grande impatience. Si on n'avait pas bâillonné Rémi et mis dans un placard doré, je pense qu'il serait totalement content. D'ailleurs, attends, tu sais ce qu'on va faire? On va le débâillonner là. Il va venir nous donner son avis, ses espérances, tout ça sur la future série Picard. Donc, Rémi, allez, vas-y, c'est à toi. Ouais, c'est cool. Bon, ben voilà, après cette intervention de Rémi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et on va pouvoir, parce qu'on voulait faire court, mais finalement on a fait plus long que prévu. Faut dire que c'était la première, il y avait des choses à dire. Je pense que ce sera plus court sur les suivantes. Donc, j'espère que vous avez aimé le voyage avec nous. En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec Minos. Eh bien, de mon côté, ce fut un plaisir d'être avec Matou. Ça tombe bien. On va remettre ça très vite. Voilà. Donc, à bientôt pour Actuality Trek. Actu Trek, truc à Trek, comme vous voulez. Comme vous voulez. Et donc, moi je vous dis je vous dis à bientôt. À bientôt Minos. Merci, à bientôt Matou. Et nous laissons Rémi conclure l'ensemble. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Actualitrek. Retrouvez respectivement Minos et Matou sur les forums de la communauté francophone de Star Trek et sur Ultime Frontière. Et conjointement, retrouvez-les sur le Discord de Pour une poignée de review. Vous avez tous les liens dans la description. Retrouvez-les dans 15 jours pour un nouvel épisode de Actualitrek. Et n'hésitez pas à commenter cette émission, à nous partager vos points de vue sur les rumeurs qui ont été présentées et sur les news et les infos officielles. Vous avez pour cela tous vos espaces de communication habituels, les réseaux sociaux, YouTube ou, comme je le disais précédemment, Discord. Allez, bonne journée à toutes et à tous, à bientôt! Il mettait tout à l'heure qu'il allait se coucher et qu'il fallait le taguer pour le faire revenir. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Je l'ai tagué, mais bon. Après, je pense que si on part du serveur vocal, j'espère que ça va, tu vois, ça va éteindre, sinon il va se réveiller demain avec 10 heures d'enregistrement, tu vois.